Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Le Maroc et Israël ont conclu le 24 novembre un accord cadre de coopération sécuritaire sans précédent, signé par le ministre israélien de la Défense et son homologue marocain, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale. Cet accord sécuritaire historique s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël, qui ont enregistré des avancées notables. En outre, les responsables israéliens ont décrit cet accord comme un mémorandum d'entente inédit signé avec un pays arabe. Bien qu'Israël ait des traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie, il n'a conclu aucun accord atteignant un tel niveau de coopération dans les domaines des renseignements, de la coopération industrielle et de l'instruction militaire. Bien évidemment, les pays amis et ennemis du Maroc ont suivi ces derniers développements. De plus, les membres du Congrès des États-Unis qui soutiennent les accords d'Abraham voient en ce protocole d'accord de défense entre le Maroc et Israël une preuve supplémentaire de l'importance de ces deux proches alliés des États-Unis. En revanche, pour ceux qui cherchent à rejeter l'approche marocaine, ce mémorandum d'entente ne fait qu'accroître leur isolement international. À cet égard, le deuxième homme le plus puissant d'Algérie, Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, a déclaré, je cite, « Les ennemis se mobilisent de plus en plus pour porter atteinte à l'Algérie. » Fin de citation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons ce que ce protocole d'accord signifie pour le Royaume. Nous verrons comment il permet de renforcer la sécurité dans la région et la capacité du Maroc à défendre son intégrité territoriale et à coopérer avec ses partenaires. Nous évoquerons également les conséquences pour les ennemis déclarés du Maroc que sont l'Iran, l'Algérie et le Polisario. J'ai le plaisir d'accueillir le colonel Andrew Milburn, un éminent expert dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et des opérations spéciales. Il a servi pendant 31 ans dans le corps des Marines des États-Unis. Il a été commandant des opérations spéciales du corps des Marines des États-Unis. À ce titre, il a dirigé de nombreuses opérations qui se sont terminées par la défaite de Daesh en Irak. Andrew Milburn a aussi été chef d'état-major des opérations spéciales du commandement central des États-Unis. Depuis son départ à la retraite, il se consacre à l'écriture sur des sujets comme les opérations spéciales, la guerre non conventionnelle et la sécurité nationale. Mais commençons d'abord, comme à l'accoutumée, avec notre chroniqueur George Landrit. George, selon vous, quel regard les décideurs américains portent-ils sur cet accord sécuritaire entre le Maroc et Israël? Que signifie-t-il pour la politique américaine et quel effet a-t-il sur les relations maroco-américaines? Permettez-moi d'abord de commencer par les décideurs américains. Je pense qu'ils verront à quel point cet accord est sain et à quel point il envoie un excellent signal. Il est clair que le Maroc est un ami important et un allié des États-Unis depuis 1776, avant même leur indépendance de la Grande-Bretagne, et bien que nous nous rendions compte que les États-Unis et le Maroc soient des puissants alliés, cet accord renforce cette alliance. Je peux même dire que le Maroc et Israël sont également alliés. Dans la même veine, les décideurs américains ont souligné qu'il s'agit d'un renforcement des intérêts communs de nos peuples. En fait, Rabat et Tel Aviv coopéreront sur des questions de sécurité et de défense, partageront les renseignements et mèneront des exercices militaires conjoints. Tout cela renforcera les capacités des trois pays à assurer la sécurité et la sûreté de nos peuples et à assurer la prospérité, car la sécurité est un facteur de développement qui vise également à améliorer les conditions socio-économiques des populations. Ce protocole d'accord en matière de défense constitue également une évolution importante pour le Maroc, car il montre le soutien international à la marocanité du Sahara et à la souveraineté pleine et entière du royaume sur ses provinces du Sud. De plus, Al-Qaïda et ses affiliés iraniens constituent un intérêt commun entre le Maroc et Israël. De ce fait, les deux pays ont donc convenu de coopérer et de travailler pour les vaincre. Il s'agit donc là d'une collaboration intelligente. Comme vous l'avez évoqué, Adam, l'Algérie soutient depuis toujours le Front Polisario. L'Algérie est pointée du doigt pour l'instabilité au Sahara et de ce fait, elle voit d'un mauvais œil cet accord et comme vous l'avez mentionné, ce mémorandum d'entente renforce l'isolement international d'Alger en raison de son influence néfaste dans la région.
Je pense que Sa Majesté le roi Mohamed VI a incité d'une manière claire l'Europe à éviter la neutralité et les positions floues et ambivalentes sur cette affaire du Sahara marocain, dans le but de trouver des solutions pour les risques sécuritaires. Permettez-moi de vous dire que si la situation actuelle s'apparente à une partie d'échec, alors Sa Majesté le roi Mohamed VI devrait recevoir le titre de champion de cette équation. George, merci pour ces précieuses informations. Je me tourne à présent vers mon invité, le colonel Andrew Milburn. Colonel, vous m'avez dit avant le tournage de cet épisode que vous connaissiez certains membres de la délégation israélienne qui a effectué cette visite au Maroc. Vous m'avez dit également que certains d'entre eux sont d'origine marocaine. En fait, ce qui a attiré mon attention, c'est cette déclaration d'un des membres de la délégation israélienne qui a dit que c'était la première fois qu'Israël signait un tel accord avec un pays arabe. Alors, qu'est-ce qui distingue cet accord? Quelles sont ses particularités? En fait, quels sont les aspects les plus importants de ce protocole d'accord? So, as you pointed out, it's the first memorandum of understanding. There have been previous agreements, as George mentioned, with Jordan and Egypt. Comme vous l'avez mentionné, Adam, ce protocole d'accord est inédit. Et même si Israël avait des traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie, ce mémorandum d'entente signé avec le Maroc est tout à fait différent. En fait, le partage des renseignements a fait l'objet d'une coopération pendant une longue période entre Israël et un certain nombre de pays arabes. De ce fait, il ne s'agit pas de la nouveauté la plus importante de l'accord. En lisant ce dernier, on découvre comment il inclut tous les aspects de ce que nous appelons les réformes du secteur de la sécurité et de la défense. Les Israéliens ont accepté de fournir une assistance dans tous les domaines, y compris l'instruction militaire, la contre-insurrection et la formation d'infanterie. Ceci est inhabituel. Le Maroc jouissait de ce type de formation de la part des États-Unis et de certains pays occidentaux, et il semble aujourd'hui qu'Israël s'est joint pour fournir cette formation. Cela envoie un signal positif lorsqu'on le lie à une sorte d'échange dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. You know, both the Israelis and the Moroccans, a little bit quiet about this right now, but certainly the door is open to defense. D'autant plus, la porte est certainement ouverte pour les Marocains et les Israéliens pour coopérer dans les industries de défense. Les Israéliens ont peut-être soulevé avec leurs homologues au Maroc la question de la création d'usines de drones kamikazes. Vous parlez de ces drones qui peuvent survoler la zone et donner des images du sol? Non, Adam, je parle de ce que les médias appellent les drones kamikazes. Il s'agit d'une arme très précise en matière de guidage de missiles. Elle est comme une bombe volante qui peut, grâce à une caméra installée à l'intérieur, identifier la cible. Elle peut aussi voler dans une zone pendant un certain temps en attendant que la cible apparaisse et la traque. Ce qui est intéressant à propos de ce type de munitions, en particulier pour les pays qui essaient d'éviter les pertes civiles comme le Maroc, c'est qu'elle est très précise dans le processus de ciblage, car elle permet de cibler une personne ou un groupe de personnes sans blesser toute autre personne à proximité de la cible. Ainsi, elle constitue un outil très utile dans la contre-insurrection. Nous avons parlé des acquis du Maroc sur le terrain grâce à la signature de ce mémorandum d'entente, tels que la coopération en matière de renseignement, le développement des systèmes d'armes, les exercices militaires conjoints et bien d'autres questions similaires. Mais nous n'avons pas parlé de ce qu'Israël obtiendrait ou de ce que le Maroc pourrait fournir à Israël. C'est une question très importante, Adam. Il y a trois choses. Tout d'abord, ces choses ne peuvent pas être abordées avec tact. L'accord reflète le perfectionnement et la grandeur des deux pays.
Il s'agit d'une reconnaissance d'un intérêt mondial et d'une préoccupation pour l'Afrique du Nord, surtout avec les relations qui unissent le Maroc et Israël depuis longtemps. L'accord a rendu ses relations publiques et officielles. C'est un message positif pour les États-Unis qu'Israël ne s'intéresse pas seulement à ses frontières, mais veut devenir une force positive dans d'autres parties du monde. C'est aussi un message local du gouvernement israélien aux 3/4 millions d'Israéliens d'origine marocaine. Ces Israéliens sont très fiers de leur héritage marocain et l'accord leur envoie le message positif que vous êtes des citoyens israéliens exceptionnels. Il faut évoquer aussi l'aspect financier qui profite à la fois à l'économie marocaine et à l'économie israélienne, car l'industrie de la défense israélienne atteint un haut degré de développement technologique. Et nous avons évoqué tout à l'heure les missiles sans pilote, ainsi que la cybersécurité et les cyberopérations défensives, et les cyberopérations offensives. Il est vrai que le protocole d'accord entre les deux pays n'en parle pas particulièrement, mais il ouvre certainement la porte à une telle coopération. Ce pays est de l'Polisario, il est actif dans la région du Sahel et il crée de nombreux problèmes. À votre avis, comment la coopération maroco-israélienne va-t-elle permettre de contrer cette menace iranienne? Nous écouterons votre réponse après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur l'accord cadre de coopération sécuritaire signé par le ministre israélien de la Défense et son homologue marocain, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale. Avant la pause, j'ai demandé à mon invité, le colonel Andrew Milburn, en quoi ce mémorandum d'entente allait permettre de contrer la menace iranienne. Monsieur Milburn, nous vous écoutons. Soyons francs, l'Iran soutient l'Algérie. Ceci n'est pas un secret. Le Royaume du Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2018 en raison des soupçons entourant l'Iran et son soutien militaire au front du Polisario. Quand je dis scepticisme, il faut se rappeler que le Maroc possède l'un des services de renseignement mondiaux les plus efficaces. Et les Israéliens savent très bien cela. Les renseignements généraux du Maroc surveillent les activités de l'Iran en Afrique du Nord. Vous vous souvenez peut-être que le Royaume du Maroc a arrêté en janvier de cette année des agents du Hezbollah à Rabat. Les détails n'ont pas été révélés à ce sujet. L'Algérie ne cesse également de saluer les gestes de l'Iran. Par conséquent, le protocole d'accord qui vise une coopération conjointe entre le Maroc et Israël constitue certainement une reconnaissance par Israël que le Maroc est un puissant bouclier face à l'influence néfaste de l'Iran dans la région de l'Afrique du Nord. Certains diront que cet accord envoie un message clair aux ennemis des deux pays et les dissuade de toute action à leur encontre. D'autres y voient au contraire, pour l'Algérie et le Polisario, une incitation à mener des politiques plus agressives envers le Maroc. Qu'en pensez-vous?
Adam, je pense que l'accord est venu comme un message bien placé et bien équilibré. Quant à ce que vous avez soulevé à propos de la provocation, si l'accord constitue une provocation, il est difficile d'imaginer l'Algérie et l'Iran adopter des politiques plus agressives que celles d'aujourd'hui. Ainsi, pour le Maroc et Israël, les deux pays n'ont rien à perdre. Mais l'accord offre plutôt de gros gains, dont le moindre est le message suivant. Nous sommes en partenariat, donc si vous continuez vos actions hostiles, vous traiterez dorénavant avec nous tous les deux. George, je voudrais connaître votre opinion sur le Polisario qui a non seulement violé l'accord de cessez-le-feu, mais a aussi menacé de redoubler ses activités militaires au Sahara. Pensez-vous que cet accord puisse encourager le Polisario à recourir à des frappes militaires sans s'exposer à une cuisante réponse? It's hard to predict what sometimes those who are irrational will do, but Écoutez, il est difficile de prédire la suite des événements, mais je pense que si le Polisario agit de manière rationnelle, il verra qu'il n'y a pas de place pour attiser des tensions. Par conséquent, je pense que l'accord est un pas très important dans la bonne direction, ce qui implique plus de sécurité et de stabilité dans la région. But you're right, you never know how certain actors will behave. Mais il est impossible à l'heure actuelle de savoir quel sera le comportement de certaines parties. Si ces parties adoptent un raisonnement rationnel, elles arriveront à la conviction que le nombre croissant de pays étrangers qui soutiennent le Maroc et reconnaissent la justesse de la position du royaume est quelque chose qui n'aide ni encourage à aucun moment le Polisario. Okay. Now, Andrew, Andrew, en plus de l'Algérie et du Polisario, il y a des rapports qui disent que d'autres parties ne sont pas satisfaites du protocole d'accord maroco-israélien, parmi lesquels l'Espagne. Certaines fuites disent qu'il y a des craintes que le Maroc puisse utiliser la technologie militaire israélienne pour faire pression sur des questions telles que celle de Ceuta et Melilla ou encore l'accord de pêche. D'abord, croyez-vous à de telles assertions? Et en quoi la position du Maroc est-elle renforcée dans le différend qui l'oppose à l'Espagne sur ces questions de la pêche ou de Ceuta et de Melilla? Yeah, I don't think that the Spanish government should see this as a threat. You know, again, je ne pense pas que l'Espagne doive considérer l'accord comme une menace. Nous sommes ici devant deux pays souverains. Il est vrai qu'il y a des pays souverains qui ont des différends entre eux, mais ce n'est pas par rapport à des pays comme l'Iran et l'Algérie. Il y a des tensions entre le Royaume du Maroc et l'Espagne qui existent depuis longtemps. Historiquement, ils n'ont pas été des pays voisins amis, mais je ne pense pas que l'accord va augmenter la tension entre eux. Cependant, je pense que cela mettra la pression sur l'Espagne pour qu'elle cherche des solutions, et c'est une chose très positive. Parlons d'Afrique. Le Maroc joue un rôle très important sur le continent africain car il est considéré comme le fer de lance de la lutte contre le terrorisme et contre les violences extrémistes dans la région du Sahel, sans compter un rôle économique de premier plan sur le continent. Israël a également des intérêts sécuritaires et économiques en Afrique, surtout maintenant que le Hezbollah libanais a mis le pied dans la région pour saper la stabilité et alimenter le trafic d'armes, de stupéfiants ou encore la traite des êtres humains. L'Afrique, vue sous cet angle, représente beaucoup d'intérêts à la fois pour Israël et pour le Maroc. Pensez-vous qu'à l'avenir, nous verrons se développer une coopération maroco-israélienne plus étroite sur ces questions africaines? I would hope so. And again, Adam, j'espère que cela arrivera et l'une des raisons parmi plusieurs qui m'ont fait dire ceci, c'est d'abord la sécurité, qui peut être un moteur vers tout ce qui est impeccable. D'ailleurs, on a vu que même la France a réduit ses efforts au Mali. Macron a parlé plus tôt cette année de la fin de l'opération Barkhane
et du retrait des forces françaises du Mali, et les États-Unis ont déjà retiré leurs forces de la Somalie et du Niger. Par conséquent, du point de vue du Maroc et d'Israël, assurer la stabilité en Afrique constitue une meilleure situation sécuritaire pour tout le monde, car il n'y aura pas de place pour le Hezbollah ni pour les groupes djihadistes traditionnels. But there's also an element of resources too. Of course, Africa is rich in resources. And the third part is. Il y a aussi l'élément de disponibilité des ressources. Le continent africain est très riche, mais il lui manque la gestion et le marketing de ses ressources naturelles. Nous avons parlé de l'industrie de la défense et d'autres services qu'Israël peut fournir à l'Afrique et au Maroc également. L'Afrique constitue un énorme marché. Si on revient à l'accord des missiles sans pilote, ces derniers seront fabriqués au Maroc par une main-d'œuvre locale à un coût inférieur à ce qui est fabriqué en Israël, et ils pourront être vendus sur le marché africain. Nous avons vu ce que cet accord apportait de positif, que ce soit par rapport à l'Iran, à l'Afrique ou à l'Europe. Mais il y a ceux qui essaient de s'y opposer, l'Algérie notamment, au motif que cet accord amène aujourd'hui l'entité sioniste à ses frontières. À votre avis, tout d'abord, que fera l'Algérie contre cet accord? Je veux dire, que peut-elle faire pour s'y opposer et qu'a-t-elle à y gagner? Les responsables algériens veulent-ils attirer l'attention sur Israël ou cherchent-ils plus de soutien de la part de leurs alliés? Bref, que peuvent-ils faire contre cet accord? That's an interesting question, Adam. And so, number one, it's not always easy to look for a C'est une question très intéressante, Adam. Premièrement, il n'est pas toujours facile de trouver une cible raisonnable chez les États souverains qui agissaient auparavant trop loin de la raison. Je voudrais donc souligner ici qu'il est peut-être naturel que l'Algérie se concentre sur l'escalade des tensions pour cacher ses crises internes. Cela me rappelle la présence d'une personne adulte saine d'esprit à une fête, alors qu'il y a un enfant dans la cuisine qui fait du bruit en frappant des ustensiles métalliques les uns contre les autres en criant, tandis que l'adulte sain d'esprit veut toujours continuer sa discussion entre adultes et arrêter le bruit de cet enfant. Parler de ramener l'entité israélienne et sioniste aux frontières algériennes nous ramène aux années 60 et 70. Il s'agit d'une tendance qui manque beaucoup de maturité. Nous sommes actuellement dans un monde intégré dans lequel nous avons omis de parler des sionistes de la même manière, et je pense qu'Israël et le Maroc ont compris qu'il fallait aller de l'avant et chercher un terrain d'entente. Alors que peut faire l'Algérie aujourd'hui? Peut-être plus de ce qu'elle faisait auparavant et comme l'Iran le fait. Ils ne feront rien ouvertement, mais ils utiliseront leurs influences néfastes secrètement en soutenant le Polisario et peut-être en promettant au Hezbollah d'opérer en Afrique du Nord, comme l'incident que nous avons vu en janvier dernier. مشاهدينا الكرام, this agreement is, I think, Pour conclure, cet accord nous donne un certain nombre d'indications. Comme l'a dit notre ami le colonel Andrew Milburn, ces questions sont liées à l'importance de l'intégration croissante du Maroc avec les grandes puissances, notamment les États-Unis, Israël et d'autres. On l'a vu aussi dans l'augmentation du volume des échanges maroco-américains. Cet accord n'est qu'une confirmation de tous ces faits liés au royaume. D'un autre côté, on constate qu'il y a des pays qui vivent toujours dans le passé, comme l'Algérie et l'Iran.
Des pays qui voient que leur intérêt est de perturber les relations entre les pays qui ne sont pas d'accord avec eux. Je pense que l'histoire est du côté d'un leadership comme le Maroc qui considère les actions communes sont le meilleur moyen afin d'améliorer l'efficacité et les intérêts des pays. Je pense également qu'un accord comme celui-ci apportera beaucoup de bien, non seulement au peuple marocain et israélien, mais aussi à tous les pays de la région. Je tiens à remercier notre invité, le colonel Andrew Milburn. Merci également à notre chroniqueur, George Landrith. Merci à vous tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.